Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est heureux de vous convier durant cette matinée de l'innovation de notre club d'innovation Actine autour d'un événement avec des intervenants sur l'intelligence artificielle générative. Nous vous accueillons aujourd'hui avec donc l'entreprise Incubator et le partenaire L'Express. Incubator est le premier réseau d'innovation en France. Nous avons investi dans près de 300 startups et nous accompagnons près de 25 entreprises corporate dans leur innovation et leur transformation digitale. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous Virginie Mativet, qui est donc doctorante en intelligence artificielle et qui a créé son entreprise Emelops. Nous avons Maxime Recoquillet, journaliste aux médias L'Express, qui traite des sujets sur la tech et la transformation. Flavien Chervet, vous pourrez tous disposer d'un livre dans les villes, donc dans les 6 villes où est rediffusée et retransmis donc, cette table ronde sur l'hypercréation, qui est donc auteur sur ces sujets et conférencier. Et nous avons Alexandre Chouffier, qui est chef de projet transformation chez Groupama et qui justement est en charge des sujets d'intelligence artificielle. Donc je suis heureuse d'être parmi vous, d'ouvrir cette table ronde sur l'intelligence artificielle et comment l'intégrer finalement dans votre stratégie de croissance et d'innovation au sein des grandes entreprises pour une transformation avec ces sujets donc innovants. Je vais demander à Maxime Recoquillet de bien vouloir donc nous introduire le sujet et bien vouloir remettre en contexte finalement l'intelligence artificielle générative au niveau sociétal et économique sur ces actualités. Ok. On m'entend bien, c'est bon pour le micro? Parfait. Déjà, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Voilà, un vaste programme, hein, l'IA générative. La remettre en contexte au niveau sociétal et économique, ça peut prendre du temps, je pense. Mais d'abord, pour la définir, donc c'est une branche, un domaine de l'IA qui permet donc de générer du contenu, du texte, de la vidéo, de l'image. Voilà, tout ceci à partir de modèles, eux-mêmes construits à partir de données, de jeux de données. Donc voilà pour l'IA générative. Le contexte, on peut reprendre un peu le contexte de l'IA globale, de son émergence. On peut la faire remonter finalement, je parle sous contrôle un peu au début de l'informatique. Finalement, on peut citer par exemple Alan Turing, cryptologue britannique, donc c'était après-guerre. Et ses travaux notamment, certains connaissent peut-être le test de Turing qui permet de déterminer un peu qu'est-ce qui est, essayer de déterminer le faux du vrai, notamment qu'est-ce qui est généré par une intelligence artificielle et ce qui ne l'est pas. Et donc voilà, on peut remonter à lui. Après, l'IA a connu plusieurs périodes plus ou moins fastes finalement, des hivers, parfois on les a appelés aussi, où finalement la technologie n'a pas forcément avancé si vite que ça, mais bon, il y a eu des progrès notamment aussi au gré de la puissance de calcul aussi qui a évolué au fil du siècle. On en arrive avec par exemple des éléments type des logiciels type Deep Blue, on s'en souvient à la fin du siècle dernier, par exemple pour jouer aux échecs, et qui a battu Garry Kasparov. Et donc c'était assez notoire et c'était un des éléments par exemple qui permettait au grand public de comprendre à quel point l'intelligence artificielle faisait des progrès finalement. Ensuite, dans une époque là beaucoup plus moderne, je pense que si on pouvait isoler 3 facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui on arrive à de l'intelligence artificielle générative, je pense déjà il y a une masse de données disponibles aujourd'hui qui est conséquente, qui a permis aux machines de pouvoir apprendre en fait tout un tas de choses. Pour les apprendre, il a fallu aussi une puissance de calcul assez énorme. On utilise aujourd'hui notamment par exemple des CPU et des GPU. Vous avez peut-être vu dans l'actualité Nvidia, qui est un des grands constructeurs de processeurs graphiques, fait sa fortune en ce moment sur des processeurs des processeurs graphiques de nouvelle génération qui sont hyper performants et qui permettent d'apprendre donc qui sont dans des supercalculateurs, superordinateurs aujourd'hui, et qui permettent donc d'apprendre des jeux de données assez phénoménaux. Et il y a aussi évidemment les progrès de la recherche, je pense, fondamentale en IA, avec les réseaux de neurones et
ces 10 dernières années, les réseaux de neurones, et aussi, on peut citer par exemple le papier Transformers de Google, donc c'était en 2017. Après, ça a donné donc les grands modèles de langage GPT, notamment de OpenAI. Donc il y a eu GPT-1, GPT-2, qui étaient déjà capables finalement de générer des choses, mais c'était plutôt pour un public de chercheurs à l'époque. Et j'en arrive finalement à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on parle beaucoup d'IA générative? À mon sens, il y a quand même tous ces éléments et des applications en fait, qui ont su rendre ça très palpable pour le grand public. L'année dernière, on a beaucoup parlé de DALL-E, donc là, passer d'une commande donc, de texte à une image. Il y a eu Midjourney aussi, dans le même style, qui ont déjà beaucoup impressionné. L'été dernier, on en parlait tous énormément. Et ensuite, donc à l'automne, ChatGPT. Donc là, vraiment, le chatbot, la boîte de dialogue. Et tout ça avec une simplicité déconcertante, accessible gratuitement aussi pour le grand public. Et donc, je pense que c'est là qu'il y a eu quand même vraiment la perception dans le grand public et puis aussi au sein des entreprises qu'il était maintenant capable d'intégrer ce genre d'outils pour sa productivité, pour sa croissance. On en reparlera, je pense, durant la table ronde. Et donc nous voici aujourd'hui. Merci Maxime. Virginie, est-ce que vous pourriez nous donner en complément la vision peut-être un peu plus technique du fonctionnement de cette IA générative, s'il vous plaît? Alors les IA génératives ne fonctionnent pas toutes évidemment pareil en fonction de si elles génèrent du texte, des vidéos, des PowerPoint, des images et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est à peu près toujours la même. Ça va être de créer du contenu à partir d'un prompt, donc c'est-à-dire d'un texte qui a été donné par un humain. Donc il faut comprendre le texte, en déduire les concepts qui sont demandés et arriver à partir de là à les mettre ensemble dans la création. Et pour le texte, justement, pour comprendre le texte, pour faire des chats GPT ou ainsi de suite, ce qui est derrière, techniquement, à la base, c'est juste un moteur de prédiction du mot suivant. C'est-à-dire qu'on lui donne des grandes quantités de texte où on a enlevé le dernier mot et on lui dit c'est quoi le mot qui suit. Et on lui apprend à deviner le mot qui suit sur plein de textes, et à force de le faire sur d'énormes quantités de textes, en fait, le modèle finit par comprendre comment est structuré le langage et par comprendre certains concepts. Mais évidemment, il y a des mots qui vont être échangeables très facilement, par exemple lundi et mardi. Par contre, c'est rare qu'à la place de lundi, on puisse mettre piscine. Donc, il comprend que lundi, mardi ont des sens beaucoup plus proches que lundi et piscine. Et du coup, il va les placer dans un espace de mots où il va essayer de découvrir en fait ces relations entre les mots, qu'il y en a qui représentent plutôt des endroits, il y en a qui ça va représenter plutôt des moments dans le temps, et ainsi de suite. Et à partir de là, quand on lui pose une question, il va deviner quelle est la suite de mots la plus probable, qui est la réponse qu'on attend. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, ça fait du probable et pas du réel. Donc on n'est jamais sûr à 100% que la réponse, elle est vraie. On sait que la réponse, elle est probable. Super, merci. Et justement, par rapport au positionnement de l'IA générative par rapport à la plus classique, qu'est-ce que ça va changer en termes de cas d'usage? Alors, ça ne modifie pas les cas d'usage qui existaient déjà avant, parce qu'ils existent toujours et on peut toujours les faire avec les méthodes qu'on avait avant, mais ça nous ouvre de nouveaux cas d'usage qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, il faut vraiment le voir comme un outil supplémentaire dans l'intelligence artificielle par rapport à tous les outils qu'on avait déjà, parce que pour détecter des défauts sur des chaînes de fabrication, qui est un sujet que j'ai déjà fait plusieurs fois dans des industries, par exemple, l'IA générative n'a aucune utilité. Par contre, on va pouvoir faire d'autres choses. On va pouvoir créer des emails marketing si on n'a pas envie d'écrire le texte de l'email. On va pouvoir créer des vidéos, des images, des choses comme ça pour illustrer des supports, ce qu'on ne pouvait pas faire avec une recherche de défauts. Donc c'est vraiment plus des nouveaux cas d'usage que la modification profonde des cas d'usage de l'intelligence artificielle qui existait jusque-là. Et ça permet d'ouvrir encore plus de possibilités, ce qui est le bon point, mais ça ne rendra pas plus efficace ce qui existait avant forcément, quoi. Très bien. Et Maxime, comment percevez-vous le rôle et la valeur ajoutée finalement de l'IA, notamment dans la promotion de la croissance, de l'innovation et de la technologie? Alors, pour le moment, je pense que c'est encore... Enfin, l'IA générative, Oui, de l'IA générative, c'est peut-être encore... je pense qu'il y a beaucoup de choses pour le moment qui sont en train d'être créées. Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a d'une part... l'IA générative va permettre de créer tout simplement de nouveaux outils aussi, j'imagine, de production. Beaucoup de choses qui sont encore, je pense, à inventer. Comment les gens vont s'en servir. Finalement, là, on en est vraiment qu'au début. Après, peut-être, là, les entreprises sont encore en train de se poser la question en ce moment. C'est
comment peut-être insérer donc l'IA dans notre travail actuellement et essayer d'isoler vraiment par exemple les cas d'usage, on en a parlé, assez précis qu'on peut avoir au sein des entreprises et notamment peut-être s'attaquer dans un premier temps peut-être aux tâches qui ont le moins de valeur ajoutée finalement et qui sont peut-être les plus chronophages au sein des entreprises. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui en tout cas moi c'est ce que j'ai vu et lu et en rencontrant des personnes, c'est ce qu'on m'a expliqué pour le moment, c'est voilà, on se met à l'IA générative mais il faut bien trouver quand même un point d'attaque et généralement comment dire, ce genre d'espace quoi, d'activités chronophages et qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée sont les premières qui pourraient être finalement utiles pour développer l'IA générative, pour déjà s'y mettre et ensuite pourquoi pas voilà, automatiser déjà une certaine partie des tâches. Finalement, ça peut être de l'envoi d'emails, des billets par exemple d'articles, de blogs, tout ce qui est déjà au niveau du texte finalement parce que c'est déjà assez mature comparé à d'autres peut-être d'autres parties de l'IA générative. Mais je pense que ça peut être ça dans un premier temps et ça peut faire gagner finalement quelques points de croissance aussi à une entreprise. Rien que déjà d'automatiser une partie du travail, ça peut permettre à des employés de se concentrer sur d'autres tâches qui, elles, là, sont voilà, à valeur ajoutée, sont beaucoup plus intéressantes pour la compagnie. Super. Alexandre, vous êtes en charge donc, de la transformation digitale au sein du groupe Groupama. Qu'est-ce que vous voyez comme atout, bénéfice finalement sur cette intelligence artificielle générative au sein de Groupama? Déjà pour commencer, bonjour à tous. Chez Groupama, on y croit beaucoup. Donc, dès les jours qui ont suivi le buzz, on va dire, autour de ChatGPT, on s'est réunis pour identifier comment on pourrait l'utiliser dans nos métiers. Et c'est pour ça que la semaine dernière, on était avec Microsoft en hackathon sur le sujet. On a lancé 5 MVP autour de ChatGPT. Je pourrais en donner quelques détails. Après, voilà, comme le disait Virginie, nous, ce qu'on y voit, c'est effectivement des nouveaux horizons, puisque je suis parfaitement aligné sur le fait qu'on a les usages qu'on connaissait déjà en IA, qui commençaient déjà à être matures, notamment autour du texte, autour de l'image. Et je ne parle pas de la génération, je parle plus de la reconnaissance. Et là, on en arrive finalement à des nouveaux sujets avec une IA qui, derrière finalement un processus simple de reconnaître le mot qui suit, fait preuve de beaucoup de qualité sur ce qui va être textuel. Et donc on a la génération, on a la capacité à extraire de l'information, on a la capacité à faire des résumés, on a la capacité à dialoguer. Et en fait, quand on fait le point, on se rapproche pas mal des tâches que nous on fait tout le temps, plus que les IA qu'on avait jusqu'à présent, qui faisaient parfois des scores, parfois qui, avec un livret de conscience, donnaient ça c'est un chat, ça c'est un chien, voilà. Donc là, on a finalement, dans ce qu'on fait au quotidien, on a une IA qui peut se positionner. Et donc, de fait, en fait, c'est un nouveau collègue, finalement, qu'on essaie d'intégrer dans notre écosystème. Donc, comme le disait Maxime, finalement, ça vient aider les collaborateurs. Enfin, déjà, dans certains cas, ça vient aider les collaborateurs pour être déchargés de tâches peut-être simples, pour se focaliser sur des sujets plus précieux, où leur expertise sera plus précieuse. Ça permet aussi, je crois, on n'a pas attendu les IA génératives pour automatiser les processus, parfois avec de l'IA, parfois sans. Je pense que ça peut venir fluidifier des processus qui étaient automatisés en réapportant un côté conversationnel, en fluidifiant l'expérience. Et peut-être qu'on va créer des nouvelles expériences avec ça. Et je rebondis sur un des cas qu'on a essayé d'exploiter la semaine dernière. C'est autour de, par exemple, un processus d'échange avec un client qui pourrait être en self-care aujourd'hui avec une étape A, si A égale temps, alors on va vers l'étape B ou sinon on va à l'étape B'. Demain, avec une IA générative, on peut très bien imaginer un parcours totalement déstructuré dans lequel on va finalement avoir une IA donc, qui sait les informations qu'elle doit récolter et qui va les poser de manière fluide comme on le ferait dans un échange conversationnel classique. Voilà, donc globalement, oui, on y croit beaucoup. Donc après, je pense qu'on peut revenir, ça présuppose de se mettre à niveau, puisque c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est des méthodes de travail qui sont nouvelles, y compris dans la façon d'interagir avec ces IA. Merci. Flavien, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur finalement la manière dont tu as transformé l'IA générative, la manière dont nous abordons l'innovation finalement dans le monde des affaires et de la technologie? Bonjour à tous. Alors,
pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait, pour moi, un des gros enjeux de la révolution actuelle, dans lequel s'inscrivent les IA génératives, mais je pense qu'il faut voir que c'est un tout petit peu plus large que ça, c'est ce qu'on appelle les modèles de fondation ou les modèles fondation. Et t'inquiète pas, ça va connecter à ta question. Les grands modèles de langue comme GPT, les modèles qui permettent de générer des images comme ce qu'il y a derrière Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, pour ceux qui ont entendu un petit peu parler de ces technologies-là, c'est ce qu'on appelle souvent des modèles de fondation, c'est-à-dire que c'est des très gros modèles qui sont relativement généralistes à l'intérieur d'un domaine. Donc GPT est relativement généraliste pour comprendre et générer du texte. Sur Midjourney, c'est relativement généraliste pour comprendre, générer des images. Quand je dis comprendre, hein, c'est entre grosses guillemets, c'est pas la même compréhension qu'un être humain, mais c'est un type de compréhension statistique. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ces énormes modèles peuvent en fait être raffinés, c'est-à-dire ils peuvent être spécialisés ensuite pour des tâches spécifiques avec très peu de données. Vous prenez ChatGPT, vous lui montrez 3 exemples et il est capable de reconnaître des commentaires positifs et des commentaires négatifs. Par exemple, pour faire de la reconnaissance sur des commentaires de vidéos YouTube. Ce qui avant aurait demandé peut-être 50 000, 100 000, peut-être plus commentaires pour faire cet entraînement sur un modèle en soi. Donc, même si la data reste au cœur de l'enjeu de l'IA, il faut voir que c'est plus du tout le même enjeu. Pour faire des gros modèles fondation, il faut encore plus de données qu'avant, mais une fois que ces modèles existent, on est capable de les utiliser pour des cas d'usage multiples avec quasiment pas de données. Ça commoditise complètement l'intelligence artificielle et c'est pour ça qu'en ce moment, la révolution elle est fondamentale et que les entreprises ne peuvent pas du tout passer à côté. Ça va complètement transformer tous les pans de la société, de l'éducation à la guerre, en passant évidemment par l'assurance, puisqu'on est à Groupama. Je travaille beaucoup avec Groupama, donc les sujets d'IA chez Groupama, j'en ai un peu entendu parler. Et c'est clair que dans l'assurance, en plus, comme c'est un métier qui a toute une part mathématique, la partie algorithmique est depuis longtemps très importante. Donc c'est vraiment voilà, une révolution qui est très fondamentale parce que c'est la première des révolutions de l'IA où l'IA va pouvoir être utilisée partout facilement. C'est plus quelque chose, c'est plus un travail d'ingénieur, maintenant ça va être un travail de designer, de marketeur. On va penser des usages et des produits et pas seulement des modèles et de la techno. Donc ça change vraiment tout. Donc à l'intérieur de ça, évidemment il y a le sujet de l'innovation. Moi au départ je viens du monde de l'innovation, j'ai monté plusieurs sociétés dans le monde de l'innovation. Je suis passionné par toutes les questions de créativité. Mon bouquin parle de la question de l'IA et de la créativité. Et la productivité des entreprises à notre époque est drastiquement liée à la question de la créativité, à tous les échelons. C'est pas une question de créatif, c'est pas juste les designers et les marketeurs qui doivent être créatifs pour faire de la com, pour faire des produits un peu sympas. C'est tout le monde, à son échelle, dans un monde complexe, doit être créatif au quotidien. On a une créativité du quotidien qui s'exprime. On dit souvent l'innovation est partout dans l'entreprise, alors ça dépend de quelle innovation on parle, mais on sent que les entreprises sont dans un flux de transformation et que c'est pas prêt de s'arrêter a priori. Donc augmenter la productivité des entreprises passe par augmenter leur capacité créative et leur capacité d'innovation. Et ce qu'on voit en ce moment, alors évidemment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui explore aussi drastiquement que moi, parce que j'écris sur le sujet. Donc sur le sujet de l'innovation, c'est pas partout que ça se répand autant, mais moi actuellement, bon, j'utilise GPT entre 10 et 15 fois par jour. C'est un outil qui est devenu un outil de mon quotidien. Et j'ai mis en place plein de méthodologies qui sont des méthodologies augmentées par l'intelligence artificielle pour faire de l'innovation. Alors on commence avec la créativité simple, hein, tout ce qui est brainstorming. ChatGPT et consorts, hein, pas que ChatGPT, mais c'est le plus connu, c'est la face immergée de l'iceberg. ChatGPT, c'est un assistant de créativité incroyable quand on sait bien l'utiliser. Il est capable de générer énormément d'idées, d'aider à synthétiser des idées, de critiquer des idées. Quand on a des idées, on peut lui demander de les critiquer et de nous faire un retour sur ces idées. On peut lui demander d'imaginer 1000 variations sur une idée. Il a cette fluidité créative bien supérieure à tout être humain. Il faut se rendre compte que la créativité est une compétence qui fait partie des compétences qui vont être, je dis pas craquées, parce que contrairement à une tâche technique, si la machine la fait mieux, elle remplace l'humain. Pour une tâche créative, si l'intelligence artificielle est capable de participer, l'humain va toujours être dans la boucle. La créativité se nourrit de multiplicité, de richesse, de diversité. Mais on a des algorithmes qui sont capables de participer très efficacement à la créativité humaine. Donc par exemple, j'ai conçu une méthodologie que j'ai appelée l'hyperstorming, qui est un peu enfin une évolution du brainstorming qu'on connaît depuis les années 50, où ChatGPT est complètement intégré dans le groupe de travail pour participer à la créativité et permet d'augmenter énormément la créativité.
Et puis après, ça peut se passer sur l'ensemble d'une méthodologie, du design thinking, du lean startup, toutes ces méthodologies qui servent à innover. Je travaille à les reformuler avec de l'intelligence artificielle tout au long du processus pour aider non seulement la créativité, mais aussi en effet la problématisation, l'identification des bonnes parties prenantes, l'identification de signaux faibles, la création de scénarios d'avenir, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure pendant l'atelier, pour essayer de se projeter, pour essayer de se préparer. Et donc, ça marche évidemment sur des processus d'innovation, mais même dans la stratégie, par exemple, j'accompagne des comités de direction. À Lyon, par exemple, j'accompagne un labo pharmaceutique. Et du coup, je mets en place des méthodologies d'accompagnement où on utilise ChatGPT à toutes les étapes. C'est vraiment un assistant de stratégie pour imaginer des stratégies assez disruptives pour l'entreprise et se préparer aux ruptures de demain. Est-ce que justement vous auriez des cas d'usage un petit peu à nous expliquer, donner vis-à-vis d'entreprises qui auraient utilisé l'IA générative ? Alors pour moi, ça c'est des cas d'usage, en fait très concrets de faire participer l'IA au processus quotidien de l'entreprise, non pas pour automatiser des tâches, mais pour augmenter la capacité créative au quotidien, ce qui est en réalité un enjeu majeur dans une entreprise. Après des cas d'usage concrets. On voit que là, il y a Google qui a annoncé 200 produits d'IA qui devraient arriver d'ici décembre. Donc toute la suite de Google, et exactement pareil pour la suite de Teams, vont être transformées avec de l'IA générative de partout. Donc tout à l'heure, on donnait l'exemple des mails. Je suis convaincu que dans 5-6 ans, le mail n'existe plus. Parce que ce qui va se passer très rapidement, c'est qu'on va demander à une IA de nous construire un mail, et de l'autre côté, la personne qui le reçoit va demander à l'IA de lui synthétiser le mail pour lui donner juste les insights. Donc on va avoir des IA qui s'échangent des mails longs, histoire que l'humain ait les insights courts en fin de boucle. Donc c'est ridicule, c'est penser les outils de l'ancien monde avec ceux du nouveau monde. C'est juste transitoire. On va complètement transformer la façon de communiquer au travail, et pour moi, le futur du travail, on va tous avoir un assistant personnel, si vous voulez, un super stagiaire qui sait tout faire et qui dort pas, qui pourrait nous assister dans à peu près toutes les tâches qu'on pourra faire. Donc, le cas d'usage simple, en fait, je pense pas qu'il faille. Il faut commencer avec des cas d'usage simples, c'est complètement nécessaire pour s'y mettre. Donc, pourquoi pas automatiser des mails, pourquoi pas automatiser l'écriture d'articles, ce genre de choses, on en a parlé. Aussi, commencer à faire des belles slides. C'est con, mais ça change. Ça change une réunion. Quand on met des belles images faites avec Midjourney sur une slide, tout le monde en est capable. C'est assez génial. Un peu de beauté dans les entreprises, ça fait du bien aussi. C'est des cas d'usage tout bêtes qui permettent de mettre les mains dans le cambouis, d'expérimenter pour se préparer à une révolution beaucoup plus radicale qui va être celle des assistants et qui commence à arriver. ChatGPT en est vraiment la version complètement bêta dans tous les sens du terme. Il n'est pas encore suffisamment malin pour être un assistant complet, mais l'approche par assistant est complètement en train d'exploser de partout. Et si vous regardez ce qui se passe à Los Angeles, à San Francisco, à Montréal, dans des plaques tournantes des startups IA, en ce moment, le gros truc, c'est les assistants, en effet. Et c'est pas pour rien, je pense qu'on a la capacité technologique de faire des assistants aujourd'hui qui ont vraiment beaucoup de sens et qui vont s'intégrer dans le quotidien professionnel. Donc plus que des nouveaux cas d'usage, pour moi c'est une transformation profonde des modes de travail au quotidien qui est en train de se passer. Après, dans mon bouquin, je donne plein d'exemples de cas d'usage pour l'aspect création, créativité, mais voilà, après, je suppose que les exemples du hackathon pourraient aussi être très pertinents pour donner des cas concrets. Merci. Donc nous sommes assez au début finalement de la mise en place dans les organisations de l'IA générative. C'est des défis aussi à relever dans les organisations. Justement, Alexandre, quelle organisation finalement Groupama met en place et quel impact en termes de recrutement, de formation, comment Groupama traite cela? Déjà, globalement, donc, je pense que l'IA, avant d'attendre les IA génératives, posait déjà des questions d'organisation. Notamment parce que la place d'un data scientist dans une organisation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très clair. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à côté du métier, avec des capacités techniques augmentées, et qui on se dote d'outils statistiques et mathématiques qui lui permettent d'aller plus loin que celui qui ne les maîtrise pas? Est-ce que c'est quelqu'un côté de la DSI qui, lui, doit être encore plus près que jamais des problématiques métiers pour monter un modèle pertinent? Donc déjà, les questions de l'organisation autour de l'IA dans l'entreprise, on se les pose depuis quelques années. Là, avec l'IA générative, c'est finalement une deuxième vague de questions qui se posent, parce qu'on arrive finalement à des IA quasi, comme on disait, avec un besoin d'entraînement assez réduit. Donc finalement assez facilement utilisable et assez rapidement implémentable,
Après, il faut le faire évidemment avec précaution. Et donc, on se dirige peut-être plus vers de l'IA qu'on va aller chercher plus par du service. Là où avant, on avait peut-être plus la logique de vouloir tout développer soi-même. Là, on se rend bien compte que sur certains sujets, on ne suivra pas. Donc, il y a cette question-là. On a parlé tout à l'heure de la notion de prompt. Donc, c'est la nouvelle façon d'aller parler avec ces IA génératives. Et finalement, c'est des nouveaux métiers qui vont se créer à ce niveau-là. Il faut apprendre à paramétrer, parce que finalement, c'est comme ça qu'on en tirera le meilleur. Et ensuite, je pense aussi que, comme tu disais, Flavien, finalement, au-delà des métiers qui sont focalisés sur ces sujets, on va tous passer par une transformation, tous, y compris tous les métiers à tous les niveaux de l'entreprise. On va voir notre métier changer, et ça implique toute une dimension de change à mettre en place. Donc ça, voilà, on se pose des questions. C'est pas simple de répondre encore aujourd'hui, mais c'est un sujet sur lequel on est particulièrement attentif, puisqu'on s'en est rendu compte, par exemple au Hackathon, effectivement, qu'il y a des enjeux fondamentaux là-dessus, dans la façon de travailler. Et justement, comment vous maîtrisez les risques associés au sein de Groupama? Alors, si on va sur le sujet plus des risques, donc déjà, comme toujours, quand on est sur les sujets autour des données, je crois qu'il faut qu'on soit particulièrement attentif à ce qu'on met dans l'entrée des systèmes d'IA. Donc, quels sont les types de données qu'on va utiliser, dans le cas d'usage, une fois qu'il est cadré, quand on le cadre, est-ce que c'est éthique, est-ce que les données qu'on va rentrer sont sensibles. Donc, ça, je pense que c'est une problématique qu'on avait déjà, mais qui se prolonge dans les cas des IA génératives. Une nouveauté, c'est pas non plus 100% nouveau, mais c'est aussi ce qui va sortir des IA. Donc, par définition, on ne maîtrise pas, c'est pas déterministe, donc on ne maîtrise pas ce qui va sortir. Quand c'était un score sur un pourcentage, à la limite, on mettait un humain à la fin qui contrôlait et qui décidait si on pouvait ou pas faire confiance. Là, si l'idée c'est de mettre, par exemple, un outil génératif de langage en front face à un client, on va évidemment pas pouvoir, pour garder un processus fluide, mettre un humain derrière, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a un vrai enjeu à maîtriser ce qui en sort. Et aujourd'hui, effectivement, c'est des choses qu'on maîtrise pas tout à fait. Monter en puissance sur l'art du prompt peut y aider, je pense, mais voilà, c'est encore un vaste sujet. Et enfin, je pense que par rapport aux enjeux autour de la responsabilité sociétale et environnementale, on va bien avoir conscience que c'est des outils qui peuvent être consommateurs, c'est des outils qui sont assez multifonctions, mais comme le rappelait Virginie, ils vont pas mettre au chômage les autres IA. Et je pense qu'effectivement, y compris sur les sujets de langage, certaines technologies, certaines méthodes qui existent déjà depuis quelques années peuvent suffire parfois à répondre à un usage. Et je pense qu'il va y avoir un enjeu à avoir un bon mapping entre tel usage, j'ai besoin de sortir entre guillemets telle force en face et tel outil pour avoir le bon outil en face de chaque usage. Merci. Flavien, de ce que vous avez pu voir, quels sont finalement les défis les plus courants que vont avoir les entreprises et finalement les priorités à mettre en place à l'intérieur et les étapes pour une bonne organisation, une bonne mise en place dans ces processus? Le défi principal, c'est celui de l'imagination. C'est comme quand on était dans les années 95-2000. J'étais un peu petit pour m'en rappeler, mais il y avait cette révolution Internet. Il y avait ceux qui étaient enthousiastes sans trop savoir pourquoi. Ils voyaient un truc nouveau, ils se disaient waouh, ça va être incroyable, faut que j'y aille. On les prenait pour des geeks et on se disait mais ils sont à moitié tarés, c'est quoi ces gens? Et en fait, c'est eux qui ont fait le monde des 20 années suivantes, parce que par l'enthousiasme, l'imagination s'est produite. Et puis ceux qui n'ont pas eu envie d'expérimenter, de tripatouiller, d'aller mettre les mains dans le cambouis sans vraiment savoir où ils allaient, du coup, ils n'ont pas pu développer cette imagination des nouveaux usages et ils se sont retrouvés à galérer dans leur transformation digitale 15 ou 20 ans après. Là, c'est pareil, sauf que ça va 10 fois plus vite.
Donc la première chose moi que je peux recommander, c'est d'expérimenter. Alors avec exactement cette logique des données, c'est-à-dire que dans le ChatGPT par exemple, on met pas de données confidentielles parce que ça peut servir pour entraîner la version suivante du modèle et il peut y avoir des leaks de données, ce genre de choses. Mais ça se cadre très bien. Hein. Dans un contrat de travail, on écrit que notre salarié n'a pas le droit de diffuser des données confidentielles à ses copains et sa famille. Bon, ben, on peut lui dire qu'il n'a pas le droit de diffuser ça à un assistant conversationnel intelligent. Et ça se cadre. Mais il faut expérimenter, il faut donner la possibilité d'expérimenter. Donc moi, ce que j'ai commencé à voir dans certaines entreprises, c'est le retour des 10% de Google. C'est prenez une demi-journée, une journée par semaine pour expérimenter ce que vous pourriez faire avec ces nouveaux outils dans notre métier. Et une fois par mois, on fait un peu des reviews et chaque personne qui mène ses expérimentations et qui a du temps dédié pour ça va proposer des idées de mise en place de nouveaux processus, de mise en place de petits détails qui font la différence au quotidien. Donc il y a vraiment cette logique d'expérimentation parce que le plus grand défi, c'est l'imagination, c'est de se dire quels sont les nouveaux cas d'usage. Il va tous falloir les créer, c'est vraiment un nouveau monde, c'est un nouveau Far West. Donc pour moi, c'est le plus grand défi, c'est celui-là, imaginer, donc il faut expérimenter. Après, il y a le défi en effet dont tu parlais, celui du prompt. C'est toute une nouvelle compétence qui se développe, qui est en fait une compétence ancestrale, hein, c'est la compétence de la rhétorique, la capacité à bien utiliser les mots, à expliciter dans le langage des processus, à être capable d'organiser sa pensée pour expliquer à une IA ce qu'on veut. Et donc ça, c'est un savoir-faire cognitif très fin en fait, et qui est très beau parce que ça développe la pensée. Donc c'est génial qu'avec les IA, on ait à le faire. Mais c'est quand même une nouvelle compétence qu'on appelle prompt engineering ou ingénierie de requête, hein, l'art de bien parler à une IA. Et même si elle n'a rien de neuf, elle revient sur le devant de la scène et elle demande à la fois d'avoir une espèce d'empathie pour ces modèles d'IA, de comprendre un peu comment ils fonctionnent et comment communiquer avec eux. Et puis en effet, cette capacité à bien expliquer, bien exprimer ses idées pour qu'elles soient ensuite utilisées par une IA pour générer du contenu, réaliser des processus, peu importe. Donc le deuxième défi, c'est de prendre au sérieux cette compétence. Pas comme une nouvelle compétence absolue, pas comme une compétence technique, mais au contraire comme un savoir-être avec le langage à développer chez tout le monde, chez tous les salariés d'une entreprise, pour qu'ils soient tous capables de bien utiliser ces outils et au passage de eux-mêmes s'augmenter en tant qu'être humain parce que ça va développer leur capacité à penser. Donc voilà, je pense que le premier mot d'ordre, c'est expérimenter et pas se cacher derrière les risques. Quand on pense risque, évidemment, on ne va pas dans les nouvelles technologies, dans les révolutions et on se retrouve en retard. Donc il faut envisager les risques, mais surtout dans une compagnie d'assurance, on a l'habitude de penser par le risque. C'est normal, c'est le métier. Mais là, il faut ouvrir des zones d'expérimentation le plus possible pour permettre à tout le monde d'aller mettre les mains dans le cambouis et de ne pas prendre du retard par rapport à ça, parce que ça va aller très 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 vite. On voit depuis un an, là, ça fait que s'accélérer, c'est assez incroyable. Donc voilà, faut expérimenter, je pense que c'est le mot d'ordre. Maxime, vous êtes d'accord sur les sujets que vous traitez dans l'actualité, vous rebouclez justement sur ces données de risque au niveau sociétal aussi, il y a des choses que vous mettez en avant particulièrement ? Ouais, sur les limites, oui, c'est évident, il y a des limites, bon, on les a dites, hein, éthiques, légales, tout simplement, voilà, des questions aussi de droits d'auteur, etc., qui rentrent beaucoup dans le débat actuellement, et c'est un vrai sujet. On a encore parlé la semaine dernière avec l'avenue de Sam Altman à Paris, voilà, avec une espèce de double discours aussi un peu étrange de ces grandes compagnies américaines, entre on est d'accord pour la régulation, mais en même temps, il ne faut pas surréguler, donc on est un peu dans cet entre-deux encore, mais qui... je pense aussi montre bien, voilà, qu'on est encore voilà, très jeune sur toutes ces questions-là d'IA générative. Ça vient d'émerger et à la fois, comme tu l'as dit, tout ça va très très vite et je trouve ça très intéressant pour rebondir sur le fait d'expérimenter effectivement soi-même en fait les choses. Alors, je pense qu'il y a une partie au sein de l'entreprise, il faut expérimenter au sein de l'entreprise, il faut que l'entreprise peut-être essaie de développer soit de nouveaux cas d'usage, automatiser certaines tâches qui ne l'étaient pas, ou aller plus loin encore dans l'automatisation, on l'a dit, parce que effectivement c'est quand même assez vieux l'IA, on en avait parlé en préambule, mais expérimenter soi-même, c'est vrai que c'est quand même quelque chose vraiment d'essentiel en fait, je pense actuellement, pour vraiment saisir tous les enjeux, comme on l'a dit, il faut apprendre à parler à ces IA qui peuvent être parfois quand même assez complexes et pas se laisser dépasser par un phénomène qui va prendre de l'ampleur. Pareil, on l'a dit, ça va, comment dire,
ça va impacter tout, ça va impacter les domaines de la santé, de l'éducation, ça impacte déjà les domaines par exemple du militaire, donc c'est assez vertigineux et voilà, vaut mieux un peu s'y intéresser dès maintenant. Et il y a la chance pour le coup d'avoir, pareil on l'avait dit très tôt en préambule, d'avoir des outils très simples, faciles d'accès, pour le moment gratuits. On a aussi des plateformes open source type Hugging Face qui permettent aussi parfois de mettre les mains dans le cambouis, d'aller voir d'autres types de modèles aussi qui existent. Et pour les entreprises, peut-être de se renseigner sur comment ils pourraient eux aussi faire fructifier leurs données avec voilà, des modèles beaucoup plus spécifiques et qui leur permettent de contourner aussi certaines limites qu'on a évoquées, notamment en termes de droit et en termes de confidentialité. En fait. Moi, c'est ce que j'ai eu aussi comme retour parfois, on me dit ChatGPT, c'est super. Par contre, voilà, le fait de l'utiliser massivement au sein de l'entreprise, vraiment, là pour le moment, on met un peu quand même le frein parce que alors, on ne sait pas trop voilà, où vont aller ces données, si elles vont être réutilisées ou pas. Et donc tout ça, c'est des questions qui animent encore énormément les entreprises, d'où le fait voilà, de vouloir pour le moment peut-être oui, expérimenter soi-même aussi au sein de son foyer, au sein de même ces petites tâches un peu quotidiennes, parce qu'on envoie aussi des mails dans le privé, et d'ailleurs on reparle encore des mails, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on fait, je sais pas, même des petits processus créatifs en fait, soi-même, de création d'images, de raconter une histoire à ses enfants le soir, voilà. Et je lisais dans Le Monde, dans un article qui était assez passionnant d'ailleurs, dans tout ce qui était comment dire, les entreprises qui commencent à se saisir un peu de l'IA générative. Et il y avait un patron d'une grande boîte qui disait, en fait, moi je sentais que mes mails étaient un peu trop abrupts. Il a demandé à l'IA générative de mettre un peu d'empathie en fait dans ses mails. Et ça va changer sa manière de communiquer, je pense, déjà dans son travail, mais aussi à lui peut-être. Et je pense qu'on n'imagine même pas encore toutes les conséquences que peut avoir l'IA générative, justement dans notre manière aussi de vivre, tout simplement, de communiquer différemment. Et donc là, voilà, faut être humble avec tout ça. Je pense on peut même pas prédire vraiment ce qui va émerger de cette révolution. Oui, bien sûr. Un peu dans cette logique-là, c'est un petit exemple concret qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors, donc, le projet entrepreneurial dont je suis directeur innovation actuellement, c'est un des cofondateurs, c'est une école d'innovation, la première grande école d'innovation en France qui est à Lyon, qui s'appelle IRIG. Et donc, on a un directeur pédagogique, évidemment. Et la dernière fois, on était dans le bureau et je vois le directeur pédagogique qui avait l'air un peu énervé. Il était sur son ordi, il soufflait, il n'avait pas l'air content. Je sentais qu'il y avait un truc qui le tendait un peu. Donc, je lui demande, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu es en train de faire qui t'énerve autant? Et il me dit, là, je suis en train de modifier toutes les maquettes pédagogiques. Donc, une maquette pédagogique, c'est un énorme Excel qui représente tout ce que les étudiants vont faire tout au long de l'année, très précisément. Et en fait, l'année dernière, on a changé les spécialités en deuxième année. Et donc, il était en train de modifier toutes les maquettes pour rendre compte de cette transformation des spécialités. Et il devait donc modifier des couleurs, décaler des cases, etc. mais avec une logique assez régulière en fait. Et du coup, il allait passer 4 heures sur la maquette à décaler des cases et changer les couleurs. Je lui dis, mais c'est pas un travail pour un humain ça. Il fait, bah oui, mais je sais pas coder en VBA, je peux pas l'automatiser sur Excel, je sais pas faire ça. Je dis, mais coder en VBA, c'est pas un travail pour un humain. Explique ce que tu veux faire en langage naturel à ChatGPT, c'est pas confidentiel, tu dis voilà mon Excel il est structuré de cette façon-là, je veux que telle case avec telle régularité change de couleur comme ceci, je veux que telle case avec telle régularité soit décalée vers la droite comme cela, etc. Bref, explicite proprement ce que tu veux faire sur ton Excel et ChatGPT te fournira le script, tu fais copier-coller dans Excel et paf, c'est fini. Donc il explicite une fois, ça nous donne un script, on le lance, on voit qu'il y a un truc qui bug et qui marche pas comme on voulait, il se rend compte que c'est lui qui avait mal expliqué évidemment ce qu'il voulait dans le processus, donc il modifie un peu son prompt, et puis paf, le deuxième essai, le script VBA qu'on n'a même pas lu, hein. Je sais coder mais pas en VBA, donc je vais pas jouer à essayer de débugger son code. On a copié-collé la deuxième fois dans Excel, on a lancé et on a vu tout l'Excel qui se changeait et donc on a mis à peu près 15 minutes parce que c'était une des premières fois qu'il le faisait pour faire ce qu'il aurait fait en 4 heures et qu'il lui foutait les glandes pour la journée entière, disons-le. Donc voilà, c'est des toutes petites idées comme ça, des petites expérimentations de se dire au quotidien il y a des trucs chiants et si on enlève ces micro points de douleur, ça donne envie aux gens d'aller plus loin en fait. Donc il faut chercher ces micro points de douleur au début, comme traiter un fichier Excel un peu chiant, je pense qu'on en fait tous de temps en temps. Voilà.
Moi maintenant, Excel, je l'ouvre même plus. Hein. Je demande à ChatGPT de me faire un script directement qui va ouvrir l'Excel, faire ma modification, réenregistrer l'Excel et le fermer. Et j'ouvre même plus Excel. Et ça marche super bien. Il n'y a même pas besoin vraiment de savoir coder pour ça. Virginie, vous avez peut-être d'autres cas d'usage aussi à donner ? Alors moi, j'utilise aussi les IA génératives régulièrement. C'est-à-dire que je donne souvent des conférences et avant, ce que je faisais, c'était une des tâches un peu qui me donnait les glandes, comme tu dis, Flavien. Je cherche des images pour illustrer mes slides, puisque des bons slides, c'est une image. C'est pas des tonnes de texte. Et j'utilisais les banques de données libres de droit parce que mes images peuvent se retrouver après sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi. Et du coup, je peux pas mettre des images qui sont sous copyright. Et sur les banques d'images, il fallait mettre des mots-clés. J'avais jamais exactement l'image que je voulais. Et puis le style n'était pas toujours le même. Donc pour avoir un style cohérent sur l'ensemble de la présentation, ça demandait un effort de rechercher encore des images qui correspondent. Maintenant, j'utilise DALL-E. J'ai mon propre style, c'est-à-dire mon groupe de mots dans mon prompt que je mets à chaque génération qui représente le style que j'ai développé avec DALL-E au fur et à mesure en trouvant les bons mots-clés et ainsi de suite. J'ai juste à modifier le début qui explique ce que je veux. Et j'ai l'image qui est prête. J'ai plus qu'à la copier-coller dans mes slides et puis comme ça, je me pose plus de questions. Les images générées comme ça par IA ne sont pas protégeables par copyright et droits d'auteur. Donc en fait, je n'ai pas les droits d'auteur dessus, mais personne d'autre ne les a. Donc comme ça, je suis tranquille, je peux les utiliser, je peux les mettre sur mes supports. Et je fais ça à chaque fois que j'ai des présentations ou des cours à faire ou des formations. Maintenant, je me casse même plus la tête à chercher dans des banques d'images libres de droit. J'ai toutes les images que je voudrais imaginer, elles sont à portée de clic. J'ai DALL-E qui est installé donc il y a un programme qui est téléchargeable, qui est installable sur l'ordinateur, donc qui va quand même communiquer avec Internet, mais j'ai DALL-E qui est installé sur mon ordinateur comme un assistant, justement, qui m'assiste sur cette partie-là, quoi. Et très très vite, ça sera intégré dans Google Slides. Oui, ça sera même directement dans PowerPoint. J'aurais même plus besoin forcément d'aller chercher dedans. Là, ça sera. En plus, c'est OpenAI, donc il y a de fortes chances que ça soit très vite intégré dans Microsoft PowerPoint. Mais voilà, j'aurais plus besoin de faire même l'effort d'ouvrir DALL-E pour faire ça. Et c'est un cas d'usage qui est récurrent chez moi, quoi. Super. Et si on revient aux bonnes pratiques, justement au niveau légal et sécuritaire, est-ce que vous auriez des exemples de bonnes pratiques à mettre en place ? Alors les bonnes pratiques, c'est qu'effectivement, si vous utilisez un modèle qui appartient à une société extérieure et qui du coup va traiter vos données ailleurs, c'est de faire attention à ce que vous mettez dedans. Donc de ne pas mettre de données sensibles, de ne pas mettre de données qui sont protégées par RGPD ou par ce genre de choses, parce que vous ne savez pas ce que vont devenir vos données. De plus, les données ne sont pas chiffrées non plus forcément, donc vous n'êtes pas sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait les récupérer au passage. Donc bien évidemment, on ne met pas de numéro de carte bleue dans ChatGPT, on ne met pas d'informations confidentielles sur ses clients, sur des contrats, sur des choses de ce type-là. Ça, c'est assez simple à faire. Après, vous pouvez installer les modèles fondations. Ils sont disponibles pour certains gratuitement. Alors, vous n'aurez pas forcément les modèles d'OpenAI parce qu'OpenAI est la société la moins open qui existe, je pense, dans l'IA. Mais vous aurez d'autres sociétés qui sont beaucoup plus ouvertes qui vont vous permettre de télécharger ces modèles fondations. Vous pouvez les installer sur vos serveurs d'entreprise. Et là, vous n'avez plus aucun problème de ces données-là parce qu'elles sont sur vos serveurs, elles sont en local, elles sont chez vous, elles peuvent être dans votre réseau, ne jamais sortir sur Internet et vous pouvez éviter ces problèmes-là. Donc ça, c'est un point à voir. Ensuite, il y a un autre point qui est à voir, c'est sur tout ce qui est discrimination. Il faut faire attention parce que ces modèles, malheureusement, ils ont des biais parce qu'ils font des stats. Ils font des stats sur ce qui existe actuellement et le monde est biaisé. Le monde est discriminant. Donc forcément, sur les premières versions de DALL-E, quand vous demandiez de créer un CEO, donc un patron, sans préciser le genre en anglais, vous aviez que des hommes d'à peu près 45-50 ans. Et quand vous demandiez un assistant, vous aviez plus que des femmes, bizarrement. C'est plus le cas, ça a été modifié actuellement. Si vous faites des tests avec DALL-E, vous verrez qu'il y a un peu plus de diversité qui est apparue, mais c'est pas la parité. Mais il s'avère qu'effectivement, dans les représentations des images qui étaient disponibles sur Internet, les images de patrons étaient souvent des hommes et les images d'assistantes étaient justement souvent des femmes et pas des hommes. Donc il faut faire attention à ce que vous demandez, parce que vous pouvez reproduire des biais et des discriminations si vous les utilisez sans préciser. Par contre, si vous aviez précisé que vous vouliez un woman CEO, vous alliez avoir des femmes, forcément en fait. Mais il y a encore des choses que ces modèles ne savent pas créer. Et pour la petite anecdote, j'avais besoin d'un slide où j'avais besoin d'un pouce vers le haut et d'un pouce vers le bas pour dire c'est bien, c'est pas bien.
Donc avec Dall-E, je vais demander un pouce vers le haut avec le style que j'utilise habituellement. Première création, il vous fait 4 images. Dans les 4 images, elles étaient bien. Il y en avait une qui me plaisait beaucoup. Je l'ai prise, je l'ai mis dans mon slide. Fin. Pouce vers le bas. Les doigts étaient déformés. Il y avait des 6e doigts. Il y avait des pouces et des index vers le bas. Il y avait des pouces vers le haut et vers le bas dans la même image. Il n'arrivait pas à faire ça. J'ai fait une dizaine de générations de 4 images, donc 40 images ou 50 images, je ne sais plus exactement combien. Je n'ai pas obtenu un seul pouce vers le bas correct. Moralité, qu'est-ce que j'ai fait dans mon slide? J'ai pris mon image de pouce vers le haut que j'ai retournée à 180 pour obtenir un pouce vers le bas. Je n'ai pas été capable de produire un pouce vers le bas avec Dall-E qui était une main correcte. Pouce vers le haut, tourné à 180 degrés à Dall-E. Peut-être qu'il aurait réussi dans ces cas-là, mais j'ai pris l'image et je l'ai tournée à 180 degrés moi-même. Et parce que voilà, c'est un biais tout simple, mais il y en a plein encore. Et dans les modèles de langage, il y en a plein aussi. Dans les traductions, il faut faire attention parce que quand vous traduisez un texte anglais vers du français, il va mettre les genres qui sont les plus probables, mais qui ne sont pas forcément les vrais genres du texte. Donc il faut relire, donc il faut faire attention à ce genre de biais qui peuvent se produire en fait. Merci. Il y a un problème quand même de maturité, pas de potentiel. Et Alexandre, au niveau justement de Groupama, quelles seraient les meilleures pratiques que vous pourriez donner pour certains qui souhaiteraient se lancer, amorcer vraiment ce processus d'organisation? Je vais revenir plus sur les sujets de comment, pas revenir forcément sur les sujets qu'on a déjà évoqués, mais là plutôt sur la partie effectivement de comment utiliser pour des bons usages. Donc, je pense que déjà le premier point, c'est pas de vouloir faire absolument de l'IA générative pour faire de l'IA générative, comme il ne fallait pas non plus faire de l'IA pour de l'IA, c'est avant tout d'identifier les bons usages et donc de repartir des objectifs, de repartir de ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on a envie de mieux faire, et à partir de là, d'identifier comment l'IA, parmi d'autres outils, mais probablement que l'IA a sa carte à jouer, peut aider à aller plus loin sur ces besoins-là. Après, je pense qu'un deuxième point important, et Flavien, tu l'as évoqué, c'est voilà, on va arriver vers des nouvelles façons de faire. Là où on peut avoir le réflexe, en fait, on va prendre un processus ou je ne sais quoi dans l'entreprise et on va se dire, bon, il y a un tel nœud, il y a vraisemblablement un irritant, je vais aller m'attaquer à ce nœud et je vais essayer de résoudre ce problème bien précis. Et puis après, j'irai au deuxième nœud le plus embêtant, et puis etc., etc. Là, avec les IA génératives, on peut peut-être aussi prendre un peu plus d'élan et de recul et se dire, voilà, finalement, c'est quoi mon objectif ultime par rapport à ce qu'on avait mis en place peut-être il y a 20 ans, peut-être il y a 30 ans. Et aujourd'hui, comment je le referais de zéro. Et peut-être qu'avec l'IA générative, je peux avoir quelque chose de totalement différent. Donc, je pense un des pièges sur lesquels on peut tomber, c'est vraiment de ne pas suffisamment ouvrir la réflexion et d'en rester un peu aux anciens réflexes au moment d'essayer de transformer quelque chose dans l'entreprise. Et vous avez fait un hackathon avec Microsoft, c'est ça? Qu'est-ce que ça a pu apporter justement dans votre dynamique? Voilà, donc sur le hackathon, ce qu'on constate, bon, bon, effectivement, il y a ce point-là. Je pense que les cas d'usage qui ont été particulièrement impressionnants, ce sont vraiment ceux qui ont complètement explosé une façon de faire et qui sont repartis sur des choses complètement différentes. Et en 2 jours, on arrive à des résultats assez bluffants puisque les briques standards finalement sont déjà extrêmement performantes. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je pense qu'on en a parlé, c'est encore une fois le prompt. Comment finalement affiner le discours, comment on parle à ces outils-là pour en tirer le meilleur, comment on se fait comprendre, comment on évite aussi, et on anticipe parce qu'ils ont la capacité, donc c'est génératif par nature, donc ils sont entraînés pour trouver le mot qui suit, le mot qui suit, le mot qui suit, donc ils ont envie pas envie du vide. Et donc finalement, il faut éviter aussi le phénomène d'hallucination, parce que finalement, ils vont naturellement inventer lorsqu'ils n'ont pas... En fait, ils ne savent rien, ils inventent à partir d'une suite logique. Et donc il y a un vrai enjeu à maîtriser ça. C'est un des autres éléments qui ont surpris les participants. C'est vraiment comment on maîtrise bien ce prompt-là et comment on cadre du coup l'outil. Et puis voilà, puis après je pense aussi que effectivement on en a parlé avant, mais une organisation qui se pose bien la question de tel besoin, j'ai besoin de telle IA et elle est peut-être déjà plus ou moins disponible, moyennant quelques fine-tuning.
c'est aussi une philosophie qu'il faut avoir de plus en plus, je pense, sur ces sujets. Virginie, qui souhaite rebondir? Je vais juste rebondir sur les hallucinations. Les modèles d'IA génératifs, effectivement, donnent toujours une réponse, même quand ils ne savent pas. Mais ils ne disent pas si c'est ce qu'ils ne savent pas ou quoi que ce soit. Ils vont plutôt inventer des choses. Il y a pas très longtemps dans l'actualité, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a un avocat aux États-Unis qui devait plaider une cause et qui s'est dit plutôt que de faire de la recherche documentaire, parce que c'est un peu compliqué et tout ça, je vais demander à ChatGPT de m'aider. Et ChatGPT lui a sorti des cas avec des jurisprudences et des choses comme ça, et donc il est allé devant le juge et a plaidé pour son client en s'aidant de ce que ChatGPT lui avait trouvé. Il s'avère que les cas n'existaient pas. Ils avaient été inventés par ChatGPT et le juge a moyennement apprécié que l'avocat lui sorte des cas qui n'existaient pas. Donc il faut faire attention parce que autant il y a plein de cas où c'est très très utile et générer une image, il n'y a pas trop il peut halluciner des choses qui n'existent pas dans la réalité, mais c'est pas très grave. Sur du texte, il y a des fois quand vous demandez de vous aider à vous trouver des idées, au contraire vous voulez qu'ils disent plutôt des choses qui n'existent pas. Il y a des cas par contre où quand vous lui demandez de vous sortir un texte de loi ou quand vous lui demandez des choses comme ça, faut valider. Si vous lui demandez des sources, il y a de fortes chances que les sources n'existent pas. Donc allez vérifier que les sources existent quand même, des choses comme ça, parce que il peut vous faire des sources qui sont très ressemblantes à de vraies sources. Sauf que quand vous allez aller sur les liens, les pages n'existent pas. Vous pouvez demander la page de doc. J'avais des collègues qui l'avaient fait. On utilisait beaucoup AWS, qui demandaient à quelle page de doc je peux trouver telle information et qui lui sortait une adresse qui était exactement les adresses de la documentation. Sauf que cette page en question n'existait pas. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et ça aussi, hein, c'est un problème lié à ChatGPT qui est un très mauvais produit. C'est juste une interface de dialogue pour découvrir le potentiel de ces outils-là. Ce n'est pas un outil métier. On sait déjà très bien comment résoudre ces problématiques-là, hein, comment hybrider ce type de technologie qui est capable de produire le texte, etc., à des logiques d'IA ou même pas d'IA, d'informatique beaucoup plus classiques avec de la base de données derrière, avec des nouveaux types de bases de données aussi, mais bon, en tout cas avec de la base de données derrière qui permettent de certifier des sources, d'apporter des contenus précis, de connecter au web pour avoir des actualités réelles, etc. Donc tout ça est aussi une question de maturité de la technologie et ne va pas durer très très longtemps comme problème, hein. Mais aujourd'hui, en effet, il faut faire attention. Faut pas faire comme l'avocat. J'ai eu le même souci justement avec un codir où on a travaillé à identifier des signaux faibles. Donc c'était des startups qui auraient été précurseurs sur un domaine, annonciatrices de l'avenir possible. Et donc ChatGPT nous a aidé à identifier des startups. Et quand il nous en a identifié 10, j'ai commencé à toutes les vérifier. Et puis à la 8e qui était en effet existante et où ChatGPT avait donné une vraie info, il y a quelqu'un du codir qui était avec moi qui me fait bon bah c'est bon, on a compris la musique, ça fonctionne. J'ai dit je préfère quand même aller jusqu'au bout en ce moment. Et en fait, le 10e signal faible était complètement inventé. C'était une startup qui n'existait pas du tout. Donc c'était bien, ça a été très pédagogique. Ça leur a montré que vraiment fallait tout vérifier quand la véracité de la source était importante. Mais voilà, ça rejoint complètement ce cas-là. Et finalement, Flavien, comment vous voyez l'avenir dans ce contexte-là sur l'innovation et la croissance des entreprises ? Alors déjà, je vais mettre un peu les pieds dans le plat par rapport à ce que tu as dit. Moi, je pense qu'il faut faire de l'IA générative pour faire de l'IA générative actuellement, parce que trop se dire quel est le cas d'usage qu'on veut résoudre, en fait, c'est vraiment rester dans les cas d'hier. Et aujourd'hui, il faut expérimenter cet outil pour l'expérimenter, comme au début d'Internet, fallait expérimenter Internet juste pour découvrir, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Donc pour moi, il faut faire de l'IA générative pour de l'IA générative. Il ne faut pas chercher absolument à cadrer le cas d'usage à l'avance. Ça empêche l'exploration réelle. Et pour une technologie aussi disruptive que l'IA générative et qui va être aussi disruptive, je pense qu'il faut donner cette marge d'expérimentation et d'exploration. Donc voilà, j'aime bien, parce que souvent, dans les entreprises, on aime bien que les choses soient cadrées à l'avance, on aime bien planifier, et quand il y a une technologie de rupture, c'est un très mauvais réflexe, c'est un réflexe qui tue la possibilité de vraiment innover.
Après, pour l'avenir, c'est très difficile de lire un avenir en rupture. Déjà parce que tu l'as évoqué, il y a la question écologique qui peut venir soit mettre un terme au grand terrain de jeu de la technologie très rapidement, soit apporter une régulation très 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 forte de cette technologie pour contraindre uniquement des usages à haute valeur ajoutée, très haute valeur ajoutée pour la société. Donc déjà, il y a ce couperet écologique qui est un couperet peut-être très nécessaire et très bon pour la société, qui va peut-être nous éviter d'aller trop loin. Hein. Mais déjà, il y a cette limite-là qui potentiellement existe. Ensuite, modulo cette limite-là, le champ des possibles de l'IA, bien même au-delà du génératif, qui est que la révolution actuelle, il y en a d'autres derrière, des révolutions qui sont peut-être encore plus fondamentales. Et la tendance que maintenant on a pris, c'est celle d'aller vers l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, ce qui ne veut pas dire une intelligence artificielle qui est un robot humanoïde, hein, ça c'est l'image des films, mais c'est des types d'algorithmes qui sont capables de faire à peu près toute tâche qu'un humain peut faire, et a priori qui seront capables de le faire mieux. Cette tendance-là, elle demande de repenser radicalement le travail. C'est plus philosophique qu'économique comme réflexion. Sam Altman, qui était en effet à Paris il y a une semaine, a écrit un article qui s'appelle « La loi fondamentale de l'IA ». Et c'est intéressant de voir qu'un patron de la tech comme lui a un peu de jugeote quand même, parce que c'est un article qui est un article de fond. Il existe en français, hein, donc vraiment allez le lire, ça se lit très bien. Où il explique en gros que la loi fondamentale de l'IA, ça va être de détruire toute la valeur de l'humain au travail. Donc, c'est pas l'idée de dire comment on réinvente à long terme la valeur de l'humain au travail, ça c'est à court terme. Mais à long terme, si on prend cette tendance-là, en effet la valeur de l'humain au travail n'existe plus. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça demande de repenser radicalement ce que seront les entreprises de demain. Peut-être des entreprises beaucoup plus orientées sur des questions sociales, des questions environnementales aussi, des questions médicales, des questions liées à des causes communes qu'on a envie d'avoir, comme Wikipédia, etc. Peut-être que l'entreprise de demain n'aura pas de valeur uniquement dans la performance, mais surtout dans son rôle social et sociétal. Donc ça demande de prendre au sérieux tout ce qui est RSE, tout ce qui est mission des entreprises dès aujourd'hui, parce que l'IA invitera de plus en plus à ce que la valeur soit là. Et donc lisez cet article parce qu'en plus il propose des mécanismes dès aujourd'hui pour progressivement aller dans les 10-20 prochaines années vers un monde AGI, post-AGI, et il propose des mécanismes pour un post-capitalisme qui permettent une redistribution forte, comment on vit dans ce monde-là, comment on s'organise dans ce monde-là, comment les entreprises fonctionnent dans ce monde-là, comment les taxes fonctionnent dans ce monde-là, etc. Où est la valeur? Donc c'est un article vraiment intéressant. Oui, la grande absente est encore une fois l'écologie, donc il y a modulo cette réalité-là à prendre en compte. Mais je vous invite quand même à lire cet article qui est loin d'être bête, qui est un vrai article de fond et qui se lit en plus très bien. Donc voilà, à moyen terme, je pense qu'on l'a déjà beaucoup évoqué, tous des assistants créatifs au travail qui nous permettent d'augmenter beaucoup notre créativité, notre productivité, un peu toutes les tâches qu'on fait. Mais à long terme, il y a même cet enjeu de repenser profondément l'institution du travail dans nos sociétés, beaucoup plus radicalement qu'on a eu à le faire avec Internet ou avec à peu près toutes les autres technologies avant. C'est peut-être vraiment l'occasion, peut-être une opportunité de faire société autrement et on peut le voir de façon très positive pour faire société plus juste, plus belle, on verra. Je suis un optimiste. Merci. Maxime, peut-être en conclusion de cette table ronde, vous souhaitez souligner certains points qui ont été mentionnés? Oui. Déjà le fait qu'on est dans vraiment une ère du copilotage, on l'a dit, on est vraiment là-dedans, le côté copilote. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont utilisé ce terme qui peut être vu comme un terme aussi marketing, quoi. C'est vraiment l'assistant donc au travail dans des tâches voilà, qui vont être notamment voilà, du texte beaucoup. On l'a dit, l'IA générative s'intègre d'ores et déjà dans des suites bureautiques voilà, très utilisées dans le monde, comme celle de Google ou celle de Microsoft. Donc ça c'est évident, on a un pied dedans. Et d'un point de vue aussi personnel, on l'a dit, pour l'utiliser soi-même, pour des petites tâches, pour innover, pourquoi pas créer une boîte demain, parce que on l'a dit aussi, mais c'est vrai que les IA génératives sont très bonnes par exemple pour coder, et donc c'est quand même la base toujours de l'informatique. Alors, il y a tout un aspect no-code aussi qui arrive aujourd'hui, mais on reste quand même très attaché à ça. Il faut parler le langage de la machine et ça nous permet quand même très facilement de passer du texte donc au code. Donc je ne sais plus qui a fait cette prédiction, mais quelqu'un a dit qu'en gros l'assistant un peu personnel idéal nourri à l'IA ne sera pas forcément d'ailleurs
le fruit du travail d'un géant, d'un GAFAM d'aujourd'hui. Ce sera peut-être potentiellement une petite start-up qui va se lancer dans les années à venir. Il y a 50% de chances que ça se passe parce que on va dire l'innovation se démocratise en fait avec ce type d'outil qui permet de coder facilement, de créer des logiciels à haute valeur ajoutée. Donc vraiment on en est qu'au début. Après, si je devais réinciter sur un point peut-être sur lequel on n'a pas vraiment trop discuté, c'est oui, de prendre en main ces outils. Alors au sein des entreprises, oui, on l'a dit avec une certaine prudence parce que des limites, etc. etc. Et d'un point de vue personnel, juste en termes aussi d'éducation en fait. Alors là c'est un sujet qui nous tient à cœur forcément dans les médias, c'est tout ce qui est désinformation, fake news. Il y a déjà quand même une vague énorme de fausses informations qui arrivent ou de fausses images sur les réseaux sociaux en tout cas avec de l'IA, générée par IA, c'est toujours plus simple et il faut se rappeler en fait qu'aujourd'hui il y a quand même énormément de groupuscules, d'États autoritaires aussi qui font de l'influence sur les réseaux sociaux qui sont toujours plus puissants. Enfin, je veux dire, on vit aussi à l'ère d'un TikTok où les taux d'engagement sont complètement délirants. Donc il faut avoir en fait conscience de tout ça, il faut avoir conscience de comment on peut créer facilement des images, du texte, mais aussi donc de la désinformation et voilà, faut avoir conscience des limites de ces outils, d'où est-ce qu'ils nous amènent et à quel point ils peuvent être intégrés dans des stratégies d'influence hyper sophistiquées au niveau géopolitique. C'est déjà le cas actuellement. Et puis pour les entreprises aussi, ça peut être un facteur aussi de déperdition de valeur. On l'a vu récemment, c'est dans l'actualité, il y a eu une fausse image du Pentagone qui a circulé d'une explosion et ça fait chuter, en fait, c'est une brève chute sur les marchés financiers. Mais c'est qu'un exemple, mais les entreprises demain pourront être ciblées de fake news beaucoup plus sophistiquées. Donc clairement, les gens ont besoin d'apprendre ce que sont les IA génératives, de quoi elles sont capables pour pouvoir un peu se prémunir mentalement de ce genre de risques. Merci beaucoup. Nous sommes donc civils à être à l'écoute de cette table ronde. Merci aux 4 intervenants. On va prendre quelques questions si vous en avez, que ce soit à Paris ou dans les différentes régions. On se portera parole pour ceux qui sont à distance. On peut prendre quelques minutes si vous avez des questions pour chacun des intervenants. Bonjour à tous, déjà merci pour votre intervention, très très riche et diverse, donc merci beaucoup. Moi j'ai une question parce qu'on parle d'optimisme, et je veux être optimiste et c'est pour ça, est-ce que l'IA ne nous servirait pas aujourd'hui à résoudre le paradoxe de l'IA, c'est-à-dire la surinformation et l'infobésité ? Parce que c'est un vrai sujet, enfin, dans le travail on en parle tous les jours et je pense qu'on a des vrais sujets de données, justement l'humain n'est plus en capacité de gérer une masse aussi importante de données. Quel est votre point de vue sur ce sujet-là et comment vous pensez qu'on peut le résoudre au mieux ? Voilà. Il y a le côté pessimiste en moi qui dit aussi qu'à cause de l'IA générative, il va peut-être y avoir de plus en plus de textes, mais j'ai un ami qui résume assez bien la situation pour ceux qui seraient tentés de faire des tonnes de textes marketing avec de l'IA générative. C'est comment vous pouvez demander à des personnes de passer du temps sur un texte que vous n'avez pas pris le temps d'écrire. Et ça, je pense que c'est quand même aussi une réflexion à garder. Et pour moi, effectivement, il y a un côté par contre positif derrière aussi, c'est que peut-être que le fait que tout le monde va pouvoir créer des masses d'informations et tout va faire perdre l'intérêt de faire des masses d'informations, mais que l'intérêt des gens va aller sur des textes qui ont été vérifiés, sur des photos qui ont été vérifiées, sur des textes qui ont été écrits pour des humains, par des humains, et en étant plus courts, ou qui ont été faits en tout cas pour ça, et pas juste noyés sous des masses d'informations, et que ceux qui vont dire à ChatGPT, écris-moi tous les jours un texte sur mon blog que je ne lirai moi-même pas, mais juste pour remplir mon blog, ça n'aura aucun intérêt puisque j'aurais rien mis d'intéressant dedans, quoi. Donc voilà. Donc peut-être qu'effectivement ça sera quand même positif à la fin. Il faut juste faire attention à la transition qui risque de passer par une étape un peu compliquée. Je rejoins complètement, c'est-à-dire que le grand problème de l'ambiguïté de la donnée, il va être résolu par le fait que ça sera plus ambigu. Toute donnée sur Internet qui n'aura pas une marque d'authenticité très spécifique, et il y a des questions en ce moment à ce niveau-là, sera par défaut fausse. Donc il n'y aura plus d'ambiguïté, tout sera faux sur Internet. Donc en effet, la valeur de ce qui sera digital va s'effondrer.
C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'en effet, la qualité va reprendre le pas sur la quantité. Actuellement, sur les réseaux sociaux, dans le marketing, dans le SEO, tout ce que vous voulez, c'était la quantité qui primait. Il fallait mettre énormément de contenu et plus on avait de contenu, plus on était visible, marketing de l'attention, plus on captait des micro-doses d'attention et avec la masse, ça faisait beaucoup d'attention. À mon avis, cette logique-là va être détruite par les IA génératives, en effet, et les moteurs de recherche vont pas du tout pousser le contenu généré. On va inventer des nouveaux systèmes, par exemple les NFT, à mon avis, vont prendre leur usage grâce à l'IA générative, vont devenir une façon de suivre le chemin d'une information depuis sa génération jusqu'à sa consommation par quelqu'un en bout de chaîne. Et puis, il y aura, à mon avis, d'autres systèmes pour valider qu'une information existe et beaucoup de choses qui vont se passer en hybride entre le monde réel et le monde digital. Puisqu'on a un journaliste à la table, beaucoup de journalistes ont très peur pour leur métier. En effet, si on est juste pigiste et qu'on prend des briefs et qu'on pond le contenu, bon, bah, clairement, en effet, là, il y a un problème. Mais on faisait déjà un travail un peu de machine, j'ai envie de dire. Par contre, le rapport au terrain du journaliste, il prend d'autant plus de valeur. Par exemple, dans l'art aussi, je le vois beaucoup autour de moi, des artistes qui avant étaient purement des artistes numériques se demandent aujourd'hui comment intégrer la matière dans leur art. Je suis une galerie d'art à Lyon qui est passionnante, qui est en train de prendre de la valeur, et les IA génératives, ils sont pas pour rien. Ils parlent à des artistes numériques et des street artistes pour leur proposer de prendre leurs œuvres, et il a inventé tout un système pour faire des magnifiques broderies. Des broderies d'œuvres d'art, donc ça vous fait des immenses tableaux brodés et on peut utiliser plein de matières de brodage différentes, plein de tissus différents, de la moumoute, du velours, des jolis fils très fins. On peut ajouter de la matière par-dessus. Il a des œuvres sur lesquelles il a ajouté de la barbe à papa séchée, des choses comme ça, enfin des trucs un peu hallucinants. Et ça fait prendre de la valeur à la matière là aussi. Donc l'effusion numérique, pour moi, elle va en fait, par le fait que ça soit aussi facile et aussi large, ça va faire perdre la valeur de cette profusion numérique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis on a aussi des technologies qui vont nous permettre d'identifier pas tout le contenu généré par des IA, mais une partie du contenu généré par des IA. Donc il y a des IA qui vont identifier d'autres IA. Bon, après c'est la course à l'armement. Hein, la solution est plutôt du côté de l'esprit critique et de la valeur qui va se porter ailleurs, je pense. Ça a répondu à votre question ? Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Juste un follow-up sur cette question, du coup, est-ce que c'est pas un peu paradoxal où depuis 1 heure on se dit notre travail va être amélioré par l'IA, on va être plus efficace sur le brainstorming, sur l'écriture, tout ça, et de se dire que dans quelques années, finalement, la vraie valeur, ce sera ce qui sera fait par l'humain et non pas par la machine. J'y vois pas là un paradoxe, personnellement. Pour moi, déjà, je pense que en tout cas de court à moyen terme, c'est le dialogue humain-machine qui va être vraiment très riche, cette logique un peu de centaure, avec on va dire les qualités de chacun qui seront intégrées dans un couple supérieur à la somme des parties. À long terme, en effet, mais c'est un long terme qu'il faut penser maintenant, le switch ce sera un switch de société à mon avis, et la valeur de l'humain. On s'est habitué, on est dans un monde où on s'est habitué à penser la valeur de l'humain à travers la performance. Hein. On est dans un événement qui parle de croissance et de performance des entreprises, et on est dans un contexte qui est celui-ci. Et donc aujourd'hui, c'est de ça qu'il faut parler, c'est normal. Mais c'est pas un absolu que la valeur de l'humain, ça soit sa performance au travail. On peut aussi regarder à l'inverse. Si toute performance à un moment est dépassée par la machine, ça veut dire que ce n'est pas la performance qui qualifie l'humain. C'est plutôt regarder en arrière, c'est la capacité à ne pas être capable de. C'est la vulnérabilité, les limites. Et donc peut-être que demain, ce qui va prendre de la valeur, c'est beaucoup plus cette capacité de vulnérabilité. Peut-être que la compétence de demain, c'est la tendresse en entreprise. C'est pas la force et la capacité à faire travailler l'autre plus rapidement. Donc voilà, il y a des switches de société assez intéressants, je trouve, qu'on peut regarder même avec un peu de philosophie et de poésie autour de cette question de l'IA qui vient remplacer la performance humaine. Donc à court terme, non, c'est vraiment ce dialogue qui compte. À long terme, moi, j'ai plutôt de l'optimisme, encore une fois. Alors là, pour une fois, je suis optimiste aussi. C'est rare. D'habitude, je suis plutôt dans le côté pessimiste. Même quand on demande à ChatGPT de fournir plein d'idées de slogans ou quoi que ce soit, finalement, celui qui va se dire le meilleur slogan, c'est celui-là, c'est l'humain qui est derrière. Et ChatGPT va faciliter la création, ou ChatGPT ou un autre, va faciliter la création de plein d'idées. Et après, c'est toujours l'humain qui va décider de qu'est-ce qu'il va choisir, qu'est-ce qu'il va mettre en avant. Et peut-être même que toutes les propositions
ne vont pas lui convenir, mais que de les avoir dit, de les avoir vus, il va se dire oh, ça y est, j'ai trouvé. Mon idée, c'est ça. Et finalement, les deux peuvent très bien travailler ensemble, et même s'il y en a un qui va aider l'autre ou quoi que ce soit, les deux l'humain va garder sa place, je pense, et les outils, puisque ce n'est qu'un outil, l'IA générative, les différents outils vont nous permettre de faire notre métier de manière peut-être plus facile, ou quel que soit le métier qu'on fera dans l'avenir, de nous faciliter la tâche et de nous aider à nous concentrer sur ce qui fait qu'on est humain. Et peut-être justement que ça sera, je ne sais pas exactement quoi, et peut-être que ça ne va pas changer toute la société, mais en tout cas, même sur une simple tâche de brainstorming, finalement, c'est l'humain qui, à la fin, va décider et va appliquer. Et va orienter en disant bah, cette direction me plaît bien, celle-là me plaît pas, va plus par là, ce genre de choses. L'IA va pas tout faire toute seule en fait. Il y a un designer en Corée qui travaille sur des chaussures, c'est un designer de chaussures, et je suis un peu son travail et il me fait marrer parce qu'il monte des vidéos où il est donc face à des interfaces où il va générer 50 paires de chaussures, il en sélectionne 5 qu'il aime bien, alors au début 50 complètement aléatoires, il en sélectionne 5 qu'il aime bien, le modèle les utilise pour en régénérer 50 qui ressemblent un peu plus à ces 5-là, il en resélectionne 5, etc. Et il fait comme ça une dizaine de générations de suite où à chaque fois l'acte de sélection, lui il est un espèce de catalyseur du goût et du talent de comprendre ce que la société attend, de ce qu'est une bonne chaussure, et petit à petit ça oriente le modèle jusqu'à une paire qu'il trouve très bien et qu'il arrête. Alors c'est un concept de chaussure, après il faut encore le travailler en termes de matière, il faut le travailler au niveau de la 3D, etc. Tout ça pour l'instant on n'y est pas au niveau de l'IA. On y sera sûrement à un moment. Mais pour la création, ça change beaucoup le processus. C'est plus la création technique du concept qui compte, c'est vraiment le processus d'élaboration en dialogue avec la machine qui prend de la valeur. Et c'est la capacité à bien orienter ses idées plutôt que à simplement les réaliser techniquement. La technicité créative, elle va être commoditisée dans à peu près tous les domaines, ça c'est sûr. Alors, juste par rapport à cette création de chaussures, quand j'ai passé ma thèse en 2007, dans mon jury de thèse, il y avait Evelyne Luton qui était à l'INRIA à Sophia Antipolis. Je ne sais pas si elle est toujours dans le domaine et si elle est toujours à Sophia Antipolis, qui avait fait la même chose à l'époque. Hein, donc en 2007, c'était bien avant la mode et tout ça, qui avait fabriqué des foulards. Avec de l'intelligence artificielle où en fait ça lui créait des motifs de foulards. Les gens décidaient sur le site internet quels étaient les foulards qu'ils trouvaient les plus intéressants et il y avait les motifs les plus intéressants. Et au bout de plusieurs générations de création, ça avait donné des motifs qui étaient vraiment très très jolis et qui avaient été imprimés à l'occasion d'un événement de l'INRIA. Donc toutes les techniques derrière, elles existaient potentiellement déjà. La grosse différence, c'est que maintenant tout le monde l'a à portée de clic sur son ordinateur, ce qui n'était pas le cas à l'époque. J'ai une autre question qui nous vient de Lyon, de l'entreprise Robatel Industries, qui fait un parallèle avec la fast fashion sur les machines à coudre dont on parlait, et par rapport justement au métier traditionnel de couturier. La question, c'est comment peut-on éviter que l'IA, finalement générative, favorise l'exploitation de certains travailleurs ? Je pense que, de ma compréhension de la question, après je pourrais laisser compléter, de ma compréhension de la question, ça rejoint un peu les sujets qu'on vient d'évoquer sur le fait qu'effectivement, c'est le binôme qui... l'IA, elle ne vient pas remplacer, elle vient prendre une partie des choses, elle permet finalement à l'humain d'aller sur des tâches à plus forte valeur, d'aller s'exprimer là où il n'a pas forcément aujourd'hui tout le temps de s'exprimer. En fait, on se rend compte aujourd'hui, c'est vrai que forcément il y a une crainte autour d'un remplacement par les IA, mais effectivement, une hypothèse, ça peut être qu'on va demander autre chose demain. Une autre, à plus court terme, je pense que c'est aussi se dire aujourd'hui, est-ce qu'on répond vraiment est-ce qu'on fait vraiment tout ce qu'on veut avec le périmètre, avec les ressources qu'on a? Est-ce que finalement c'est pas en augmentant les ressources? Je prends un exemple. Bon, c'est pas dans le même, c'est plus proche des problématiques qu'on peut avoir, mais sur du centre de contact, sur la relation client, aujourd'hui, aucune entreprise, je le crois, répond à tous ses clients. Demain, en implémentant d'une belle manière l'IA, pourrait répondre à davantage de clients en prenant les requêtes plus simples par des IA et en reprenant des requêtes plus complexes, en donnant le temps finalement
aux conseillers d'apporter de la valeur sur des choses plus pointues, sur des choses où il y a besoin peut-être de compétences autour de l'empathie, je pense notamment dans notre secteur, dans la gestion de sinistres. Donc finalement, là, en fait, par considérer que l'IA va se un peu remplacer, ça voudrait dire qu'on considère qu'aujourd'hui on répond à tous les besoins, et c'est clairement pas le cas. Donc au final, l'IA doit plutôt, je pense, être vue comme un outil qui nous aide à mieux répondre aux différents besoins qui s'expriment, que ce soit pour le cas des entreprises, mais aussi plus globalement de la société. Si on se décharge de tâches inutiles, et peut-être effectivement, dans notre cadre privé, peut-être qu'on aura le temps de se consacrer à des tâches plus bénéfiques pour la société. Je sais pas si tu veux compléter. Parce que dans la question, je crois qu'il y avait aussi, comme la personne évoquait la fast fashion, ce genre de choses, je suppose qu'elle devait faire référence au fait que on exploite plein de travailleurs dans des pays émergents ou émergés maintenant, et qu'on les exploite dans des conditions relativement inhumaines. On a vu ce que ça a donné dans le monde de l'IA avec la révélation du fait que derrière l'entraînement de grands modèles d'IA, notamment comme GPT, il y avait des travailleurs en effet qui passaient leur temps à cliquer juste pour valider à partir de règles très précises quelles étaient les conversations éthiques de non éthiques, ce qui permet de réentraîner l'IA après pour qu'elle ait que des conversations éthiques. Donc en effet, c'est ce qu'on appelle annoter de la donnée, et on y a tous participé, vous avez déjà tous rempli un CAPTCHA sur Internet, ces petites boîtes pour dire que vous n'êtes pas un robot. En fait, à une époque, vous mettiez des caractères, vous écriviez A, Z, 3, 8, parce qu'on était en train d'entraîner des IA à comprendre du caractère écrit. Donc, vous étiez en train d'entraîner des IA, vous, en remplissant ces petits CAPTCHA, en lui expliquant à chaque fois ce que des caractères étaient. Ensuite, il a fallu entraîner des voitures autonomes. Donc, les CAPTCHA, c'était cliquer sur les petites briques où il y a un passage piéton, un feu rouge, etc. Donc là, vous entraînez des IA à faire de la reconnaissance visuelle. Et aujourd'hui, pour entraîner des modèles fondation d'images, on a besoin de les faire deviner une partie de l'image qui est inexistante. Donc, vous avez des petites pièces de puzzle que vous placez au bon endroit. Donc, toute l'histoire d'Internet, vous avez entraîné des IA, l'humanité entière y a participé. Le CAPTCHA, c'est la plus belle arnaque de l'histoire d'Internet. Bon, quand c'est nous qui le faisons de cette façon-là, on se fait un peu avoir, mais on n'en pleure pas. En effet, quand il y a des travailleurs derrière qui sont payés au lance-pierre pour faire de la notation, il y a un problème en effet éthique qui se pose, qui est commun à beaucoup d'industries. C'est faire les tâches très très faible valeur ajoutée à des gens qui n'ont pas le choix et qui de toute façon pour en vivre n'ont pas le choix. L'IA, donc encore une fois, n'est pas nouvelle par rapport à ça. C'est un problème de société, de mondialisation beaucoup plus globale, avec des pays qui n'ont pas les mêmes droits de l'homme que nous, ce genre de choses, qui n'ont pas l'URSSAF, pour faire très simple. Donc, j'ai pas de réponse à donner au niveau de la société, mais encore une fois, je crois que l'IA a ce potentiel de tellement transformer notre société qu'elle peut, si on prend les bonnes décisions, nous amener à des systèmes, par exemple, de redistribution beaucoup plus fairs au niveau mondial. On reparle beaucoup plus sérieusement, avec beaucoup plus de finesse du revenu universel, de ce genre de choses. Donc voilà, on peut espérer, mais est-ce que ça sera partout dans le monde? Je mise pas sur la Chine pour mettre en place du revenu universel. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit cette pente-là qui prenne, mais c'est pas impossible non plus. Donc en tout cas, au niveau occidental, je pense qu'il y aura une redistribution qui devra être faite du fait de la valeur créée par ces outils-là, c'est sûr. Et peut-être qu'il y a des gens qui travailleront plus, encore une fois, tel qu'on l'entend, mais qui participeront d'autres façons à notre économie, à notre système sociétal, et qui seront rémunérés de façon automatique, parce qu'il y aura de la création de valeur automatique. Merci. Maxime, vous voulez compléter ? Juste en quelques mots, peut-être un point qu'on n'a pas abordé là-dedans, c'est juste aussi la place de la régulation actuellement et les débats qu'on a en fait en termes de droit, parce que tout ceci va évoluer aussi. Il y a une grande question très générale qu'on est en train de se poser actuellement, c'est voilà, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit continuer à être fait, réalisé par un humain, et qu'est-ce qui peut être fait par une machine. Et tout ceci déjà va quand même au moins dresser quelques limites. Et ensuite, je pense qu'au niveau du droit, ça c'est une réflexion là qu'on a au niveau européen par exemple, mais au niveau des droits nationaux, je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui vont être faites et petit à petit adaptées. Et c'est pour ça qu'en ce moment, enfin, il faut quand même aller aussi assez vite sous cette régulation. On voit que certains on en a parlé tout à l'heure, sont un peu effrayés du fait que ça peut aussi un peu tuer l'innovation. Ça, je suis d'accord, il y a toujours un équilibre à trouver qui est vraiment hyper précaire.
Mais en tout cas, je pense qu'il y a une partie de la réponse là-dedans, en fait, à cette crainte qu'on a actuellement de jusqu'où ira la machine finalement, jusqu'où elle peut potentiellement nous remplacer. On a déjà vu que tout à l'heure, techniquement, a priori, elle sera capable d'aller très très loin, peut-être même de faire toutes les tâches qu'on fait actuellement. Voilà, après, ça va être collectivement au niveau de la société, et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Quel droit on met justement à ces IA, quelles limites on leur met au niveau légal pour pouvoir nous-mêmes prospérer et voilà, l'utiliser intelligemment. Merci. Je vais prendre encore une ou deux questions. J'en ai une de Lyon, du groupe Aegis de Davy Gay. Comment vous imaginez l'accompagnement des collaborateurs dans les entreprises avec les craintes liées à l'arrivée d'outils qui semblent pouvoir les remplacer? Alors déjà, je pense pas que ça va les remplacer tout de suite, ou alors c'est que leur métier, je suis désolée pour eux, mais il n'a pas l'air d'avoir une grosse valeur ajoutée. Parce que j'espère qu'ils ne font pas que des tâches très chiantes et très répétitives qui peuvent être remplacées comme ça du jour au lendemain par ces outils-là, en tout cas dans l'état actuel des choses. Et en fait, c'est un peu la même chose que quand la bureautique est arrivée. La bureautique n'a pas fait, enfin Excel n'a pas fait disparaître les comptables. Les comptables sont toujours là, mais ils font moins d'erreurs de calcul et ils n'ont plus à sortir leur calculatrice pour arriver à savoir combien font la somme des produits ou la somme des charges d'une entreprise. Ça va beaucoup plus vite, mais ils sont toujours là et ils apportent toujours de la valeur. Ils ont toujours un rôle à jouer. Peut-être qu'il faut se concentrer justement sur les parties où l'humain a de la valeur ajoutée et éliminer ou oublier les parties où justement ça n'a aucune valeur ajoutée et se dire que ça, si on peut avoir des outils qui peuvent le faire, bah c'est très bien. Perso, si j'avais un outil qui me permettait d'automatiquement réserver mes billets de train et mes hôtels sans avoir à galérer sur le site de la SNCF ou à remplir les réclamations pour les retards de plus de 30 minutes réguliers, eh ben, ça m'arrangerait vachement en fait. Je ne serais pas triste du tout de ne plus avoir à faire ça, franchement. Merci. Ça s'appelle Adept.ai, je vous invite à aller voir, c'est un système d'exploitation fondé sur l'IA et l'idée c'est qu'en gros tout votre ordinateur vous puissiez le commander en langage naturel et que vous êtes sur votre bureau, vous dites à votre ordinateur en langage naturel je veux partir en vacances pendant une semaine, première semaine de juin, trouve-moi une destination sympa, trouve-moi un Airbnb cool, fais-moi valider, etc. Et le truc se balade sur toutes les interfaces, sur votre navigateur, tout ça va sélectionner, vous met les trucs dans le panier, vous demande une confirmation avant de payer, vous dites ah ouais cette destination c'est une très bonne idée, ou alors non plutôt la Thaïlande en fait, pouf, il repart en chasse, etc. Et il peut faire ça pour absolument n'importe quoi. Il peut se connecter à toutes les applications de votre ordinateur, Excel, ce que vous voulez, pour réaliser des processus complexes avec votre ordinateur. Ça s'appelle Adept.ai. Ils ont levé plusieurs centaines de millions de dollars. Ils sont en train de faire très mal au niveau de ce qu'ils annoncent comme produit. Vous pouvez aller voir, c'est une startup assez incroyable. ADEPT. Une dernière question très rapide de Lyon. Nous parlons beaucoup de sociétés étrangères, essentiellement aux USA, qui semblent avoir développé des modèles de fondation finalement permettant de créer des nouveaux services. Et dans tout ça, la France, on en est où? En Europe, on a mis en place, de façon émergente, et c'est ça que je trouve beau, un grand modèle de langue qui s'appelle Bloom, complètement open source. C'est une initiative qui a été tirée par 1000 chercheurs français et la startup Hugging Face, qui est une startup française qui est partie aux États-Unis, malheureusement, mais le contexte faisait qu'ils étaient mieux là-bas. C'est un modèle de langue qui est très pertinent, qui n'est pas tout à fait aussi bien actuellement que GPT-4, mais qui a quand même beaucoup de potentiel. Et moi, ma posture, c'est un peu de dire qu'au lieu de mettre de l'argent dans plein de légal, on devrait mettre beaucoup d'argent dans faire émerger ces initiatives et les pousser, parce que si on veut de la souveraineté, c'est d'abord ce genre d'initiative qui le permettra. Mais c'est ma posture. Maxime, vous voulez rebondir ? Oui, sur l'écosystème notamment français. Alors effectivement, c'est intéressant que beaucoup d'entreprises pour le moment soient américaines, notamment américaines et aussi d'autres pays. Voilà, je pense qu'il y a une bonne adéquation là-bas entre déjà prise de risque, financement assez massif. OpenAI, ils sortent pas non plus de nulle part. Ils sont financés à plus de 1 milliard au départ par Microsoft qui leur paye un super calculateur capable justement de mouliner un peu leur modèle de langue type GPT-3 et puis GPT-4. Donc rien que ça, c'est énorme. Eux, ils ont pu le faire tout seuls. Et là, on l'a dit, Bloom, c'est 1000 chercheurs français, c'est Hugging Face, européens, européens. Et donc, on n'est pas du tout sur les mêmes types d'échelles.
En revanche, on voit quand même qu'on se réveille beaucoup plus vite, je pense, que d'autres évolutions technologiques auparavant, parce qu'on a quand même une certaine maturité déjà au niveau de la recherche. Il y a en ce moment, les VC s'arrachent tous les profils qui sortent de Polytech, ENS, et puis tout ce qu'il y a en termes de formation sur le plateau de Saclay notamment. En ce moment, voilà, les tickets s'arrachent, sont à prix d'or pour ces profils-là. On peut le voir aussi à travers là une startup qui est même pas lancée d'ailleurs véritablement officiellement, qui s'appelle Mistral, qui va générer aussi un grand modèle de langue vraiment francophone, enfin en tout cas de France. Après, je sais pas s'il sera seulement francophone, je pense pas, mais en tout cas, voilà, il sera français. On parle déjà de 100 millions d'euros qui vont être levés, donc ce sont des montants qui sont déjà très intéressants et qui arrivent assez tôt. Donc on peut s'appuyer un peu sur cette excellence de la recherche et puis sur une prise de conscience aussi au niveau politique. Le rapport Villani, c'est 2018 sur l'IA notamment, ça a permis aussi de développer par exemple en France des supercalculateurs assez performants, Jean Zay par exemple sur lequel a été entraîné Bloom, donc c'est une bonne chose, tous les pays n'ont pas ce genre d'outils. Et pour en venir à l'excellence de la recherche, voilà, je l'ai cité Villani, on a quand même pas mal de médailles, c'est Fields il me semble dans les mathématiques, on a de brillants chercheurs et puis qui hélas ont été d'abord aux États-Unis, je pense par exemple Yann Lequin, Luc Julia, François Chollet aussi de chez Google, donc tous ces profils-là ont été aux États-Unis, hélas à l'époque, mais quand même ils restent français et aujourd'hui on les voit quand même beaucoup dans les médias. Yann Lequin par exemple est énormément en France en train de donner des conférences, en train de répondre à des interviews notamment dans les médias, et je pense que tout ceci participe à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est l'éducation autour de l'IA, et je pense qu'en France pour le coup on a quand même de belles cartes à jouer. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Merci à Virginie, Maxime, Flavien et Alexandre pour cette table ronde. Je voudrais également remercier nos partenaires, notamment l'Express qui est partenaire donc, du club d'entreprise Actine, donc un club d'innovation opéré par Incubator. Groupama qui nous accueille aujourd'hui et qui a bien voulu aussi être présent sur notre table ronde, et Microsoft qui est également partenaire de nos workshops, puisque nous allons passer maintenant un peu plus de cas pratiques avec ChatGPT sur une méthodologie justement qui a été conçue en design fiction par donc Flavien, qui va pouvoir passer à Paris sur les groupes, et on a des experts métiers d'Incubator et de Microsoft dans les différentes régions. Donc on est ravis de vous avoir eu ce matin, et n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit en local ou en physique ici, et merci à tous.